Bienvenue à toutes et à tous au Chapitre itinérant, le podcast dédié à la littérature étrangère. Nous sommes Imen, Mélissa, et Ivana. Saisissez vos malles, embarquez avec nous. au fil des pages et des dédales, vers notre prochaine escale. Pour cet épisode spécial Noël, nous allons vous présenter 3 histoires en lien avec les contes d'Andersen. Le tout premier qui se nomme Le sapin. Le deuxième qui sera La petite fille aux allumettes. Et le troisième qui sera D'or et d'oreiller. Donc D'or et d'oreiller, il a une particularité, c'est ça, si on a bien compris? Oui, c'est une réécriture du conte La princesse au petit pois. Très bien, très bien. Donc, alors, moi j'ai une question déjà, avant même de commencer à parler de ces 3 contes. Pourquoi ce choix? Dans votre cas, de ces contes-là? Enfin de cette réécriture pour, Mélissa et de ton choix de La fille aux allumettes? C'est très très simple. Au début, je voulais partir sur le Noël de Monsieur Scrooge. Oh oui, Je crois que c'est ça le titre Oui. exact. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis rappelé de La petite fille aux allumettes que j'ai lu quand j'avais peut-être 10 ans. Et en fait, je me suis rappelé que c'était un conte qui m'avait vachement marqué, pour plein de raisons que je vais expliquer tout à l'heure. Mmh. Et ouais, c'est vraiment une histoire qui m'a marquée et qui en plus est assez connue. Et donc voilà, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas parler de ce conte-là finalement. Et toi Mélissa? Pour ma part, j'ai découvert D'or et d'oreiller de Flore Vesco cette année. C'est assez récent, je l'ai lu cet été et ça a été vraiment un gros coup de cœur. Alors, faut savoir que cette année, j'ai eu, on va dire, justement très peu de révélations en termes de lecture. Pourtant, on est déjà actuellement fin octobre. Et D'or et d'oreiller, ça a été un gros coup de cœur cet été, donc j'avais très très envie d'en parler. Pour moi, il mérite d'être lu et il faut le lire. Et pour moi, Le sapin, c'est un ouvrage que j'ai lu quand j'étais en 6e. Il faisait partie d'un recueil de contes. Le titre était Contes de Noël et il est sorti aux éditions Hatier. Et Le sapin, a eu un réel impact sur, comment dire? Il m'a autant choquée que, qu'il m'a fait réfléchir en fait sur certains points de la vie, certaines choses parce que le fond de l'histoire est quand même, très profonde et donc voilà, j'avais vraiment envie de le partager avec vous et je pense que beaucoup de personnes, que ça soit au niveau des 3 histoires, j'imagine qu'il y a des personnes qui connaissent aussi ces histoires-là et d'ailleurs n'hésitez pas à le partager avec nous si vous avez des choses à en dire aussi de votre côté, si ces histoires-là vous ont marqué ou voilà, ont un intérêt particulier pour vous. Ou n'hésitez pas aussi à nous présenter certains contes que vous affectionnez particulièrement et que vous pensez qu'on devrait lire également, soit pour un prochain épisode ou juste pour notre culture personnelle. Totalement. Vous voulez qu'on commence par lequel? Pour La petite fille aux allumettes, alors dans ce cas. Vas-y. Donc j'ai choisi ce conte parce que donc je l'ai découvert quand j'étais enfant via une demande de l'école, plus précisément. Donc on nous avait demandé de lire ce conte et j'avais jamais entendu vraiment parler de ce récit, quoi. Donc je me suis un peu lancée là-dedans et sans savoir en fait. Je pensais que ça allait être une histoire d'enfant un peu comme on en trouve plein. Et en fait, il m'a vachement marquée. Déjà parce que la fin est un petit peu brutale, on va dire. Donc pour rappeler un petit peu, en fait, c'est l'histoire d'une petite fille pauvre qui, le soir de Noël, arpente les rues pour vendre des boîtes d'allumettes. Mais bon, comme on s'y attend, tous les gens sont rentrés chez eux, ils fêtent Noël et ils n'ont pas vraiment le temps d'accorder de l'importance à une petite fille qui vient leur vendre des boîtes d'allumettes. Mhm. Et donc, elle regarde à travers les fenêtres des maisons et elle voit voilà, que tout le monde fête Noël d'une façon un petit peu magique en fait, comme Noël nous le semble. Et elle se met à rêver un petit peu de cette vie. Et pour se réchauffer, elle a l'idée de craquer une allumette. Et donc elle s'installe dans un coin d'une rue, elle craque une allumette, et là devant elle, elle s'imagine, elle voit alors tout d'abord un poêle tout chaud devant lequel elle peut se réchauffer. Et quand l'allumette s'éteint, cette vision disparaît aussi. Donc elle en craque une, puis deux, puis trois. Et à chaque allumette qu'elle allume,
une vision lui apparaît. Donc, elle voit une table garnie d'un repas qui a l'air délicieux. Puis, elle voit un grand sapin décoré comme il faut. Et elle voit aussi sa grand-mère, Mmh. donc qui est décédée peu de temps avant. Et c'était vraiment quelqu'un avec qui elle était proche. Et en fait, elle craque finalement toute la boîte d'allumettes pour maintenir un petit peu ces visions-là qui lui font plaisir et qui la changent vraiment de son quotidien. Et donc, les allumettes finissent par tout être allumées et puis éteintes. Et au petit matin, quand Noël est terminé, on la retrouve morte de froid dans la rue. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est un conte qui m'a un petit peu, oui, un petit peu choquée, c'est vrai, parce que finalement, les histoires d'enfants, généralement, ça se finit toujours plutôt bien. Voilà, on a une petite morale, etc., comme le petit chaperon rouge, etc., où selon les versions, c'est un petit peu édulcoré aussi. Et là, pour le coup, je m'attendais vraiment pas à ce que ça se finisse comme ça. Alors, pour le coup, on imagine que pour elle, ça se finit bien, puisqu'elle n'a plus à vivre sa condition bah, très précaire, quoi. Mais c'est vrai que dans ma tête d'enfant, ça m'a un petit peu secouée. Et c'est aussi un conte que ma maman aime beaucoup. Donc voilà, je pense que ce n'est pas anodin. Mais oui, c'est vraiment ce que je retiens de ce conte-là, c'est vraiment la description qu'a fait l'auteur, où vraiment on arrive à s'imaginer la super table avec tous les mets appétissants, le super grand sapin de Noël avec toutes les décorations, les lumières et le froid de l'hiver qui contraste vraiment avec les visions de la petite fille. Et voilà, donc je pense que c'est pour ça que j'ai choisi ce conte, parce que je le trouve très touchant et très triste et mélancolique. Mmh. Voilà. C'est trop mignon. Bah, moi, tu m'as rappelé ce conte parce que moi, j'avais regardé une adaptation en film, si je ne me Mhm. trompe pas. C'était vraiment le début des années 2000, fin des années 90, vraiment. Oui, ça devait être en 1999. Voilà, pour les plus jeunes qui nous écoutent, ça ne vous dit pas grand-chose, c'est un peu loin. Voilà. Mais ça me rappelle, oui, ce film que j'avais vu, mais en fait, j'avais pas vraiment le souvenir de l'histoire de. D'ailleurs, c'est la fille aux allumettes ou la petite fille aux allumettes? La petite fille. La petite fille aux allumettes. Donc, j'avais pas, oui, ce souvenir de l'histoire, euh, parce que j'oubliais beaucoup de choses petite et que je n'ai pas relu ce conte plus tard. Donc, oui, c'est vraiment intéressant de voir ça. En tout cas, c'est très touchant, Oui. très triste, comme tu l'as dit, très tragique, mais on en apprend pas mal de choses. Est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à ce conte? Non, c'est bon, j'ai fait le tour. Très bien, très bien, très bien. Bah, c'est drôlement, là, on est bien dans l'ambiance, hein. C'est vrai que les mets, tu étais en train de parler des mets qu'elle voyait quand elle grattait, voilà, les illusions qu'elle arrivait à voir qui étaient en lien avec Noël, voilà, nous plongent là actuellement dans la période où nous sommes, hein. J'espère que vous passerez de bonnes fêtes, et que vous aussi vous aurez des mets délicieux. Voilà. Et si on passait maintenant à toi, Mélissa, et à ton ouvrage? Donc, avant de vous présenter D'or et d'oreiller, qui, je pense, sera peut-être celui qui va le moins résonner avec la période de Noël, sauf peut-être par sa météo. Et si, il y a quand même un bal, je suis désolée. Pour moi, ça reste quand même de circonstances. Mais en tout cas, je vais d'abord vous parler du conte qui a inspiré justement cette réécriture. Donc, La princesse au petit pois, c'est l'histoire d'un prince qui cherche à se marier. Et pour cela, il y a beaucoup de prétendantes qui souhaitent se marier avec lui, qui viennent, qui se présentent. Et finalement, aucune d'elles ne correspond. Et surtout, aucune d'elles ne semble être une véritable princesse. Un soir d'orage, une jeune femme trempée frappe à la porte de leur château et cherche du coup l'asile et se présente comme étant une princesse. Bon, après avoir été plus ou moins dupée plusieurs fois, ou en tout cas il y a eu des tentatives de duperie plusieurs fois auparavant, la reine se méfie et elle se dit on va faire passer un test à cette fille qui se prétend princesse. Donc ils lui accordent en tout cas l'asile pour une nuit, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils installent donc dans sa chambre son lit, mais ils posent un petit poids et ils rajoutent si ce n'est 20 matelas, je crois. 20 matelas, donc en fait ça fait une grande tour de matelas, en dessous de laquelle il y a un petit poids et la princesse doit passer la nuit dessus. Ainsi, si elle passe une très bonne nuit, c'est que ce n'est pas une princesse. Mais si elle est dérangée par ce petit poids,
ça prouvera bien qu'elle est une véritable princesse. En l'occurrence, au matin, la jeune femme qu'ils ont accueillie se plaint justement d'avoir passé une nuit atroce et horrible, prouvant donc qu'elle est une véritable princesse car elle est dotée d'une extrême sensibilité. C'est donc elle qui finit par épouser le prince. Maintenant, passons à Dor et d'Oreiller. Donc, inspiré grandement de ce conte, on garde cet aspect de test, on garde ce lit faramineux. On a un lord justement qui cherche à épouser quelqu'un de bonne famille, en tout cas celle qui saura passer le test. On ne sait pas trop pourquoi il fait passer les tests, ça reste un mystère pendant très longtemps, mais en tout cas il cherche la bonne prétendante. Donc pareil, ça prend du temps, il y a énormément de personnes qui se présentent, ça ne prend pas, jusqu'au jour où on a en fait ce personnage qui finalement au premier abord n'a rien d'une princesse, n'a rien, en fait n'a pas du tout l'allure pour être pour ne serait-ce que même passer le test. Et finalement elle va passer ce test et c'est là que tout devient pour moi intéressant justement. Au début on est vraiment dans le côté un peu pailleté, on a des attentes, on se dit ah c'est telle personne, et finalement Fleur Vesco elle va vraiment déjouer toutes nos attentes et elle va dépeindre un manoir qui justement est vivant. C'est fou parce que c'est tellement bien décrit. Il y a cet aspect, pour ma part, je visualise très rarement quand je lis dans ma tête. Et là, pourtant, il y avait vraiment tellement d'éléments qui se dessinaient. C'était vivant, c'était plein de couleurs sans être très coloré pour autant. Et on a un personnage ici qui, à la base, n'a rien, n'est pas du tout décrite comme les héroïnes le sont en général. Et pour autant, qui va vraiment nous toucher, nous marquer. Elle a une force de caractère qui est impressionnante. Et justement, c'est ce décalage entre ce qu'on lit habituellement, ou vraiment le côté très, parfois cliché des contes, et c'est ce qui marche aussi, hein, c'est ce qu'on aime. Mais finalement, là, c'est tellement différent que c'est ça qui m'a plu. On a quelque chose qui n'a rien à voir. On a une héroïne qui, à la base, n'a rien d'une princesse et qui finalement a toute l'étoffe d'une princesse quand même. C'est ça qui est très, très bizarre. Et honnêtement, c'est le genre de lecture où sur le moment, j'ai passé un très bon moment. Et plus j'y pensais, plus je me rendais compte que j'étais vraiment, mais vraiment amoureuse du livre en fait. Et c'est pour ça que je pense que cette réécriture vaut vraiment le coup d'être lue. Ok, très bien. Merci pour la description de ce livre sans justement aller trop loin dans les détails pour justement permettre potentiellement à des personnes d'aller le découvrir. Ceux qui connaissent déjà l'ouvrage, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires dessus, hein, pareil pour la petite fille aux allumettes, hein, comme je l'ai dit. On va passer à la dernière histoire, c'est donc le conte qui s'appelle Le Sapin. La raison pour laquelle je souhaitais parler du sapin, donc comme je l'ai dit, on a eu cet ouvrage à lire en 6e. C'était dans un recueil de contes qui s'appelait Contes de Noël de chez Hatier, des éditions Hatier. Et l'œuvre du Le Sapin, c'est donc un conte d'Andersen. Et ça parle donc d'un tout petit sapin qui est dans la forêt. Ce sapin n'aime pas le fait d'être petit, il envie tout ce qu'il y a autour, tous les autres sapins en fait qui sont autour. Il les envie tous, et il n'aime pas sa petitesse, on va dire ça comme ça, parce que le lièvre par exemple, quand le lièvre passe dans la forêt, il saute par-dessus le sapin. Il ne le contourne pas. Et puis, il ne peut pas étendre ses longues branches parce qu'elles ne sont même pas longues. Voilà. Et puis, il y a aussi des événements, il pose la question en fait à des animaux de la forêt pour savoir où certains sapins, à certaines périodes de l'année, partent. Parce qu'il y a des bûcherons qui viennent, qui les coupent. Et on leur coupe aussi les branches. Et il demande ça à un oiseau et à une cigogne. La cigogne, elle a volé très loin. Et elle lui explique qu'ils ont l'air de devenir ce qu'on connaît comme des bateaux, parce que quand elle passe à côté de ces bateaux, ils sentent le sapin. Et donc, ils deviennent des objets assez majestueux. Alors le sapin, il les envie énormément. Mais à côté de ça, le vent, par exemple, qui joue un rôle, lui susurre à l'oreille, profite de ta jeunesse, profite de ces moments que tu as, en fait, là, maintenant. Et le sapin ne l'écoute pas, clairement ne l'écoute pas. Il voit aussi d'autres sapins qui, à la période de Noël, sont aussi coupés, mais on ne leur enlève pas les branches. Alors pareil, il demande aux oiseaux où est-ce que ces sapins vont, et les oiseaux lui expliquent qu'ils se retrouvent dans des maisons, et ils sont joliment décorés.
et il brille de mille feux et le sapin, eh bien, clairement, il en devient fou. Il c'est à ça qu'il veut prétendre. Il veut devenir ce sapin étincelant et il continue, en fait, à ignorer tout ce qu'il y a autour de lui. Il ne fait pas attention au vent, il ne fait pas attention au soleil, à la pluie, il fait attention à rien d'autre qu'au fait de grandir et de devenir ce sapin pour les fêtes de Noël. Donc les années passent et en fait, il commence à grandir, forcément. Il grandit à tel point que le lièvre ne saute plus par-dessus. Il le contourne et il commence à prendre confiance et à se dire que c'est bientôt son tour. Et un jour, on vient le chercher, on le coupe et on l'emmène dans une maison. Et là, il vit ce rêve qu'il avait tant attendu toutes ces années. Et ce sapin donc est décoré, magnifiquement décoré. Il est entouré d'une famille et vraiment il resplendit et il est si heureux. Et puis la journée de Noël passe, le soir passe et petit à petit on lui retire toutes les guirlandes qu'il a sur lui, tous les décors, tout l'apparat qu'il avait. Et puis en fait aussi, on n'en a plus besoin du sapin. Il commence à perdre ses petites aiguilles et donc on prend ce sapin et on le met dans le grenier. Et en fait, cette histoire, pour le coup, elle rejoint la petite fille aux allumettes. Elle est extrêmement triste. Le sapin perd ses couleurs et en fait meurt dans ce grenier. Et ce que j'aime beaucoup dans ce conte, d'ailleurs en l'ayant raconté, ça m'a refait des petits frissons comme ça, c'est vraiment ce qu'a dit en fait le vent. Il lui a dit « Profite de ta jeunesse, ne va pas chercher à aller à vivre au futur alors que le présent est beau. » En fait, le sapin, le meilleur moment pour lui, ça a été le moment où il était dans la forêt. Parce que dès qu'il a été coupé, il a été emmené, certes, il a eu cet apparat, il a eu ces bijoux, entre guillemets, qu'il ornaient. Mais en fait, c'était complètement éphémère. Il a attendu toute sa vie, sans regarder ce qu'il y avait autour de lui, pour au final vivre un instant qui a duré, voilà, une journée. Et après, on l'a complètement oublié et il est mort seul. Et pas entouré des autres conifères autour de lui. Voilà. Et du lièvre qui le contourne à chaque Et fois. et du lièvre, voilà, ça aurait pu devenir son poteau. Mais clairement, il a décidé, c'est pas mon poteau. Et le gars, il saute par-dessus, il m'a pas respecté. Petit complexe d'infériorité là qui a un peu gâché la vie, je crois. Ouais, voilà, exactement. Et c'est pour ça que oui, il m'a vraiment plu, parce que quand je l'ai lu, assez grand choc en fait de cette histoire. Je m'attendais pas du tout à la fin en plus. J'étais en 6e, encore trop sensible. Voilà. Encore innocente. Et tout comme moi. Voilà, exactement. Donc ouais, ça a été assez fou, mais je trouvais que c'était intéressant de le partager en ces temps de fête. Donc, pour les petits qui nous écoutent, J'aime bien. profitez de votre jeunesse. Je suis le vent. Voilà. Il n'y a aucune de nos histoires qui serait joyeuse. Bon, à part, honnêtement, non, je ne dirais rien pour rien spoiler. Mais bon, il n'y a aucune de nos histoires qui est joyeuse. On est vraiment dans l'esprit de Noël, ce que je vois. Hein. Voilà, tout à fait. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Complètement. En tout cas, on vous remercie pour votre écoute sur ce 2e épisode du podcast Chapitre itinérant. On espère que vous avez passé un très bon moment avec nous et on vous souhaite de joyeuses fêtes. L'enfant avait ses petites menottes toutes transies. Si je prenais une allumette, se dit-elle, une seule pour réchauffer mes doigts. C'est ce qu'elle fit. Quelle flamme merveilleuse c'était. Il sembla tout à coup à la petite fille qu'elle se trouvait devant un grand poêle en fonte, comme elle en avait aperçu un jour. La petite fille allait étendre ses pieds vers ce poêle pour les réchauffer, lorsque la petite flamme de l'allumette s'éteignit brusquement et le poêle disparut. L'enfant resta là, tenant dans sa main glacée un petit morceau de bois à moitié brûlé. Elle frotta une seconde allumette. La lueur se projetait sur le mur, qui devint transparent. Derrière cette fenêtre imaginaire, la table était mise. Elle était couverte d'une belle nappe blanche, sur laquelle brillait une superbe vaisselle de porcelaine. Au milieu, s'étalait une magnifique oie rôtie, entourée de pommes sautées. Et voilà que la bête se met en mouvement, et avec un couteau, et avec une fourchette, vient se présenter devant la pauvre petite affamée. Et puis plus rien. La flamme de l'allumette s'éteint. L'enfant prend une 3e allumette, et elle se voit transportée près d'un splendide arbre de Noël. Sur ses branches vertes, brillaient 1000 bougies de couleur. De tous côtés, pendait une foule de merveilles. La petite fille étendit la main pour en saisir une. L'allumette s'éteint. L'arbre semble monter vers le ciel et ses bougies deviennent des étoiles. Il y en a une qui se détache et qui redescend vers la terre, laissant une traînée de feu.
Voilà quelqu'un qui va mourir, se dit la petite. Sa vieille grand-mère, la seule personne qui l'avait aimée et chérie, et qui était morte tout récemment, lui avait raconté que lorsqu'on voit une étoile qui file vers la terre, cela voulait dire qu'une âme montait vers le paradis. Elle frotta encore une allumette. Une grande clarté se répandit et, devant l'enfant, se tenait la vieille grand-mère. « Grand-mère !» s'écria la petite. « Grand-mère, emmène-moi ! Oh, tu vas me quitter quand l'allumette sera éteinte. Tu vas disparaître comme le poêle si chaud, l'oie toute fumante et le splendide arbre de Noël. Reste, s'il te plaît, ou emporte-moi avec toi. » Et l'enfant alluma une nouvelle allumette, et puis une autre, et enfin tout le paquet, pour voir sa bonne grand-mère le plus longtemps possible. Alors la grand-mère prit la petite dans ses bras, et elle la porta bien haut, en un lieu où il n'y avait plus ni froid, ni faim, ni chagrin.